Une heure avec Juliette Glickman. Une émission de Frédéric Casadessus. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons une historienne, Juliette Glickman, qui est chercheur associée à la Sorbonne et qui s'intéresse à un drôle d'empereur, un type qui a mauvaise presse, lui depuis très longtemps. On pourrait dire que sa part d'ombre est plutôt positive, tant la part la plus célèbre de ce personnage est marquée par la mauvaise réputation, l'animosité. Certains d'entre vous l'ont déjà reconnu, il s'agit de Napoléon III. Oui, Juliette Glickman s'est d'abord intéressée à Napoléon III quand elle a été agrégée. Elle s'est posé la question de savoir quelle thèse elle allait conduire et c'est cet horrible badinguet qu'elle a élu pour sujet de thèse. Elle va nous expliquer dans quelles circonstances et pour quelles raisons. Mais avant cela, j'aimerais que notre invité se présente, raconte un peu son parcours, tant il est vrai que cette émission a pour objet de faire connaître aux auditeurs une personnalité, un parcours, et tant il est vrai qu'à travers cette personnalité et ce parcours, on espère que vous, qui nous écoutez, vous trouverez là matière à réflexion. Juliette Glickman, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes historienne. Alors, question toute bête, un peu rituelle à ce micro, comment l'histoire est-elle venue à vous ? Un petit peu par hasard. D'abord, des rencontres avec des enseignants dans le secondaire, notamment en troisième, donc ça remonte il y a quelque temps. Donc d'abord l'éducation nationale, et puis ensuite la télévision et la radio. J'étais passionnée des émissions d'Ève Ruggieri, c'était il y a très longtemps, où elle utilisait des romans qui paraissaient des romans historiques, d'Irène Frein, etc. Et j'étais passionnée par ces émissions. Ça, tous les jours ou toutes les semaines, on l'entendait. Elle avait une voix que j'adorais. Je lisais le roman et je l'écoutais en même temps au fur et à mesure. Donc là, prend souvent le roman historique, un petit peu négligé, méprisé par les historiens. Et j'ai fait toute une partie de mon apprentissage historique à travers ce type de roman. Donc, c'est bien de rendre hommage à ces gens qui proposent des programmes effectivement parfois méprisés par les femmes et les hommes de science, mais qui peuvent générer des vocations donc. Oui, elle utilisait en plus, elle s'appuyait sur des beaux romans, elle évoquait des personnages historiques, des figures marquantes, etc. Donc c'était passionnant. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ces émissions elles-mêmes attrait, parce que souvent on veut un fond sonore. Là, il y avait juste une voix, une histoire, et puis éventuellement le roman à lire derrière. Donc personnellement, j'adorais. Donc c'est pour ça peut-être que je me suis intéressée à un personnage un petit peu romanesque. Mon initiation historique s'est faite à travers Alain Decaux, évidemment à l'époque, dans les années 80, il y avait Alain Decaux raconte. Donc ma mère me mettait devant l'émission et c'est vrai que maintenant quand je revois ces émissions, c'est un petit peu décevant parce que c'est un écran noir aujourd'hui, les documentaires, il faut un fond sonore, il faut des images d'époque, voire même des images coloriées. On est toujours dans le plus. Or, à l'époque, Alain Decaux raconte, c'était lui dans un fauteuil, dans mon souvenir, un fond noir. À la limite, ça aurait pu être la radio, ça aurait été la même chose. Oui, mais il y avait sa présence. Il y avait sa présence, sa façon de présenter, son charisme, Mais d'une certaine manière, il n'y avait rien autour, quoi. Et vous savez que votre serviteur a eu la chance de rencontrer Alain Decaux il y a maintenant une solide quinzaine d'années dans son bureau. Et je devais écrire son portrait pour le magazine Tribune Juive. Et j'ai été stupéfait de constater que sur les rayons de sa bibliothèque se trouvaient certes ses amis personnels qui étaient André Castello et d'autres figures un peu contestables, il faut bien le dire, sur un certain plan, je pense à Jean-François Cap,
mais aussi Marc Bloch et Lucien Febvre. Alors je dois dire que ça souligne l'éclectisme de cet homme. Oui, mais j'écoutais de temps en temps les émissions de Jean-François Cap. Alors là, il y avait plus de fonds sonores. Il y avait des reconstitutions historiques. Non, mais c'est vrai que ça faisait toute une culture historique à la radio, à la télévision, alors qui était très liée à des figures. Hein. Aujourd'hui, les documentaires, il faut toujours des sources d'archives. À l'époque, c'était vraiment une figure, un personnage, un journaliste, un historien qui incarnait une émission. À la limite, il aurait pu prendre n'importe quel sujet historique. On l'aurait écouté quand même. Il avait ses fidèles. Donc c'est finalement une initiation assez classique à travers la radio, la télévision, l'enseignement, et aussi j'étais passionnée alors en dehors des romans historiques, j'adorais la littérature de fantaisie. C'était pas de la science-fiction, ça partait, un petit peu comme aujourd'hui Game of Thrones. Donc on part d'un Moyen Âge imaginaire. Mais d'une certaine manière, c'est aussi une initiation alors à des histoires fictives. J'adore l'histoire par l'histoire fiction, mais on appelle ça l'Uchronie, les tentatives d'Uchronie, des choses comme. Donc ça permet en même temps de voir toutes les virtualités d'un événement que nous, alors nous du présent, on voit l'événement qui conduit directement vers nous dans une sorte de ligne de fuite téléologique. Oui. Mais la fantaisie ou l'Uchronie permet de voir à travers un événement toutes ces virtualités. L'histoire est vraiment un exercice d'imagination. C'est pas du tout évident quand on va dans une archive. On est face à des personnages morts qu'on voit pas, qu'on connaît pas. Souvent, les gens de l'extérieur considèrent que le travail en archive, c'est extraordinaire. On se retrouve avec des gros cartons, très poussiéreux, lourds, plus ou moins difficiles à manipuler. Il y a certaines feuilles, notamment des archives de la Révolution, les documents tombent littéralement en miettes parce que le papier était de mauvaise qualité. Donc, il faut vraiment faire un exercice d'imagination. Alors, je pourrais pas être romancière historique, hein, j'admire vraiment, parce que là, il faut à partir de quelques faits parvenir à recréer une situation. Il n'empêche que tout historien doit avoir quand même une imagination assez intense, notamment lorsqu'on s'intéresse à des périodes avant le futur, disons la période 10-15 ans précédente. Il faut vraiment faire un effort d'imagination pour essayer pour éviter ce qui est le mot premier de l'historien, mais qu'on fait quand même tous, qui est l'anachronisme, arriver à retrouver les personnages tels qu'ils étaient dans leur environnement. Et mon professeur Alain Corbin nous disait, lui, quand il enseignait, certains faisaient des thèses sur un village, etc., il nous disait, vous devez pouvoir arriver à la veillée et parler sans vous faire remarquer à tous les gens qui vous entourent. Et par exemple, quand j'avais travaillé sur l'emprisonnement de Louis-Napoléon au fort de Ham, je me disais, si jamais j'étais transposée dans le passé, une machine à remonter le temps, et j'arrivais dans cette forteresse, je devais pouvoir connaître 2-3 noms d'officiers, de soldats, etc., arriver à me repérer dans ce bâtiment, sans faire remarquer, quoi. Alors, nous reparlerons et d'Alain Corbin et du fort de Ham dans quelques minutes, mais puisque vous parlez de paysages, j'aimerais maintenant que vous nous disiez quels étaient les paysages de l'enfant Juliette Glickman. Alors les paysages, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Mais dans quel environnement avez-vous vu le jour quels sont les paysages de votre enfance, tout simplement, chère Juliette? Alors je suis pas une grande aventurière du voyage, donc j'ai vécu beaucoup à Paris, quasiment. Vous êtes parisienne? Oui, d'origine. Souvent, quand les Parisiens on vous demande vous venez d'où, de Paris. Je suis c'est pour ça que j'adore aussi l'histoire parisienne. Je trouve que c'est une ville magnifique. Mais alors, de quel quartier de Paris? Car Paris, c'est le 4e. Le 4e? Oui, le 4e qui, quand j'étais plus jeune, était un quartier beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui. Oui. Mes grands-parents s'étaient installés là-bas après la guerre. Donc, quand on s'appelle Glickman, la période 39-45 était très compliquée. Ma grand-mère avait réussi à se cacher en se faisant passer pour arménienne. Mes grands-parents étaient juifs polonais et mon grand-père s'est engagé dans la résistance à Lyon. Elle lui en a beaucoup voulu. C'est vrai que souvent on voit alors l'image de la résistance comme quelque chose de, évidemment, un engagement politique majeur. Mais c'est vrai quand vous êtes une famille juive, ma grand-mère parlait très mal français. Voir son mari partir, s'engager, combattre, alors qu'elle-même avait un enfant en bas âge.
Après, j'en ai toujours gardé pas une suspicion, mais j'ai toujours été en distance des engagements politiques, voilà. Ah, c'est émouvant, c'est émouvant. Et donc, c'est votre grand-mère paternelle? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, heureusement, ils ont survécu tous les deux, mon père aussi, hein, tant mieux pour moi. Mes grands-parents maternels étaient bretons, une famille mixte, hein. Donc, j'ai deux origines, si l'on peut dire, hein, bretonne Côte d'Armor et parisienne de Paris. Et catholique sans doute du côté maternel, enfin bretonne. Oui, enfin, Non. alors, ce qui réunissait les deux familles, c'était l'origine communiste, hein. Mon grand-père paternel avait fait partie des FTP à Moy, donc C'était laïque. Formidable, formidable. Mon grand-père maternel aussi, il avait fait partie de la résistance bretonne, donc communiste. Alors effectivement, dans la famille, tout le monde s'appelait Marie, hein, y compris les hommes. J'étais la première génération à ne pas avoir mon prénom qui commençait pas par Marie. Votre père avait beau être laïque, avoir une fille qui s'appelle Marie, c'était peut-être un peu difficile. Les côtés bretons aussi, hein, ça perturbait mon arrière-grand-mère qui m'appelait quand même Marie-Juliette. Mais non, mais mes grands-parents, mon grand-père aussi, dans la résistance communiste en Bretagne, voilà, on était profondément laïcs. Oui. Même si les rythmes de la vie étaient caractérisés par encore la religion catholique. J'aime bien que vous ayez souligné l'engagement de votre père chez les FTP Moy, car c'est l'occasion de dire que, hormis Manouchian, la plupart, voire même l'intégralité des membres de la Moy étaient juifs, alors que le Parti communiste à une époque avait tendance à dire, voilà, c'était des étrangers, des émigrés, etc. L'essentiel des FTP Moy étaient des juifs, hein, je veux dire, c'est important de le dire. Oui, beaucoup avaient le statut d'apatride. Hein, Mais voilà. Et c'est le fameux vers de Jacques Prévert dans Étrange d'étrangers qui me fait presque à chaque fois pleurer quand il dit « Vous qui avez défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres hein. ». C'est absolument bouleversant de songer à ces apatrides qui se sont engagés pour la France, pour l'honneur de la France, tout de même. Hein. Pardon de vous interrompre, chère Juliette, mais c'est ici un hommage à votre famille. Je vous remercie tout à fait. Et donc, après-guerre, il fallait refaire sa vie de zéro. Et ils avaient tout perdu, donc ils se sont installés d'abord à Vincennes et puis dans le 4e parce que c'était un quartier juif, on était à proximité de la rue des Rosiers. Mes grands-parents évidemment travaillaient dans le textile. Le Smates, hein. Voilà. Donc ils avaient leur atelier vers la rue Saint-Martin. Aujourd'hui, où il y a des ateliers textiles, mais plutôt chinois. Et donc c'est un quartier que mes grands-parents étaient proches de leur communauté. Donc voilà. Alors le quartier, j'ai vu le quartier un peu comme quelqu'un qui voit tout changer autour de lui. Donc j'ai vu le quartier se changer totalement. Mais j'habite quasiment dans le même quartier depuis un demi-siècle. Voilà. Oh, c'est magnifique, magnifique. Donc vous êtes une enfant de la Bastille et de la rue des Rosiers. Voilà, tout à fait. Alors, vous regardiez la télévision, vous écoutiez la radio et à travers, en fait, grâce à ces médiums, vous aimiez l'histoire, vous découvriez l'histoire. Alors, Juliette Glickman, à quel moment avez-vous élu le 19e siècle comme votre paysage intime et paysage de recherche historique? Alors là, c'est toujours un petit peu le hasard. C'est une rencontre toujours avec un enseignant, avec Alain Corbin. Alors j'étais plutôt décidée, j'adorais l'histoire grecque. On n'était pas très nombreux déjà à l'époque. J'avais été alors quand on commence à l'époque, c'était une maîtrise. On va rencontrer 2-3 professeurs qui nous proposent des sujets. C'est juste le début de la recherche. On sait absolument pas ce qu'est la recherche en histoire, donc on s'engage. Quand on suit une licence, c'est des cours triscolaires, hein, grosso modo, on lit des bouquins, on assimile, le jour du partiel, on recrache, on écrit plus ou moins bien, mais donc on a plus ou moins bonne note, mais on n'est pas historien, on fait des études d'histoire. Donc la maîtrise, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le master, c'est absolument essentiel, c'est la première recherche inédite qu'on va mener sous son nom, donc c'est quand même quelque chose d'important, et à l'époque, j'adorais l'histoire grecque. Il n'empêche, j'avais une maîtrise du grec qui était trop, il fallait vraiment le grec, le latin. Alors on peut s'y mettre, hein, les professeurs justement proposaient des enseignements de langue par ailleurs,
Mais les sujets, c'était surtout des sites archéologiques. Enfin bon, et je vais voir Alain Corbin. Alors il nous recevait, hein, effectivement. Alors, il pouvait choisir quand même. Il regardait le dossier scolaire, etc. Et je lui dis voilà, j'adore le 19e siècle, notamment à travers la figure de Napoléon. J'avais adoré l'Aiglon d'Edmond Rostand. Je l'avais lu 10 000 fois quand j'étais adolescente. Et j'adore l'histoire grecque. Je lui dis, j'hésite entre les deux. Et Alain Corbin, avec qui j'ai eu immédiatement, c'était, disons, un coup de foudre intellectuel. Il m'a dit, écoutez, j'ai le sujet pour vous. Napoléon III est moins étudié que le Premier Empire, Napoléon Ier, et il avait écrit une biographie de Jules César. Alors, c'est pas l'histoire grecque, c'est l'histoire romaine. Je dis, oui, mais j'adore aussi la Rome du 1er siècle avant notre ère. Il me dit, voilà, comme ça, vous hésitez. C'est un sujet de maîtrise où vous pourriez étudier à la fois toutes les fouilles archéologiques qui ont été faites sous le Second Empire, la notion de césarisme, de pouvoir politique, de construction de l'histoire à travers un régime autoritaire. Donc ça vous offre une multitude d'approches et ce serait un très bon sujet à faire en un an. Alors ça durait plus longtemps. On voit là au passage, pardon de vous interrompre, chère Juliette, mais on voit là au passage la mécanique intellectuelle d'un maître, quel que soit le domaine. Et nos auditeurs connaissent bien Alain Corbin parce que Claude Boulanger, figure historique de Fréquence protestante, et moi-même, nous avons à cœur d'aller l'interviewer, de lui donner la parole. C'est une personne que nous aimons tous énormément. Et là, vous nous donnez à comprendre son mécanisme intellectuel, comment il accompagne, en l'occurrence, vous, Juliette Glickman, jeune étudiante. Hein, c'est ça. Oui, alors, en plus, j'allais le voir, je commence à lui dire, j'adore l'histoire antique, et tout de suite, il me dit, mais j'ai le sujet pour vous, voilà. Napoléon III, voilà. C'est très antique, en effet. Et c'était effectivement un sujet passionnant. Alors, ça a pris plus de temps. Je crois que j'avais dû mettre 2 ans pour ma maîtrise. J'ai toujours des débuts difficiles. Donc, la recherche, c'est tout à fait compliqué parce que j'étais surchargée par les cartons. Je voulais absolument faire du parfait. Enfin bon. Alain Corbin pensait même que j'avais abandonné le sujet la 2e année jusqu'à ce qu'il reçoive un gros mémoire. Et donc ça a été une initiation, c'est un sujet passionnant effectivement et qui m'a entraîné. C'est ça, les bons sujets vous permettent de voir plus loin. C'est une sorte de fil d'Ariane où à la fois c'est un sujet, pour un sujet de maîtrise qui était limité quand même. La recherche, Napoléon III avait vraiment dirigé une équipe au sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'il avait des collaborateurs. Il a lui-même écrit l'ouvrage. C'était pas du tout, il l'a pas fait écrire par un tiers pour mettre son nom. Et en même temps, c'est le début de l'archéologie historique. Les Français ont de la nostalgie du passé qui s'efface, notamment au moment où il y a des grandes constructions ferroviaires. On découvre des éléments du sous-sol. Donc, en même temps, chaque département a sa société savante d'antiquisants, d'antiquité. Et c'est le moment où l'archéologie passionne, y compris les amateurs. Et où le site d'Alésia, alors toujours aujourd'hui il y a le débat, même si quand même l'archéologie a tranché depuis 150 ans, c'est le moment où le site d'Alésia passionne, le site d'Uxellodonome, etc., où avec le début, l'essor de la colonisation, à la fin de la Restauration et surtout de la monarchie de Juillet, notamment la conquête de l'Algérie, les Français, par effet de symétrie, considèrent qu'ils sont les nouveaux Romains, et notamment, alors après... mais qu'ils vont apporter la civilisation au-delà des mers et notamment sur la rive sud de la Méditerranée. Donc il y a l'assimilation Rome, France, Napoléon, César, et en même temps on redécouvre la figure de Vercingétorix. Lorsque Napoléon III fait ériger sa fameuse statue de Vercingétorix, les paysans des environs ne savent absolument pas qui c'est. Et donc quand comme ça les ouvriers montent cette statue au sommet du mont Alice, Sainte-Reine, les savants qui accompagnent la statue ont la surprise de voir les ouvriers s'agenouiller devant la statue et faire le signe de croix. Ils pensaient qu'on honorait un saint Gétorix, pour montrer véritablement que c'est de nouvelles figures. Alors César était connu, bien évidemment, mais on redécouvre nos ancêtres les Gaulois. Il y a des figures historiques comme ça qui sont redécouvertes au cours de la 2e moitié du 19e siècle, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, etc., des grandes figures que la France s'assimile comme au moment de la construction du roman national, au moment où, à partir des années 1831-32,
L'enseignement s'ouvre à de plus en plus d'abord des petits garçons, des petites filles. L'éducation des filles progresse sous le Second Empire. Et avant même la scolarisation obligatoire dans les années 1880, les maîtres, les instituteurs veulent trouver comme ça des figures marquantes, dont Vercingétorix, qui est qui a été vaincu, mais c'est une défaite considérée comme fondatrice. C'est l'occasion de rappeler à nos auditeurs que le grand Manitou de l'histoire de France de la Troisième République perçait déjà, non pas sous Bonaparte, mais sous Napoléon III. Ernest Clavis sévissait déjà, et il y a donc plus de continuité qu'on ne le croit entre le Second Empire et la Troisième République, notamment dans le domaine des sciences. Pasteur était une grande figure du Second Empire, et puis en histoire, où l'histoire de France, vous venez de le dire, prend forme, prend un nouveau sens au temps de Napoléon III, avant de se figer dans un canon qui a joué un rôle majeur dans notre environnement et notre mémoire collective, si j'ose dire. Alors, Juliette Glickman, justement, maintenant que nous parlons de ce Napoléon III, je suis frappé en vous lisant et évidemment à l'instant en vous écoutant de l'importance de ce personnage, l'importance positive de ce personnage, alors qu'évidemment, je le disais en préambule, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a très mauvaise presse. Alors, bien sûr, tout le monde dit dans ces cas-là, oui, c'est à cause de Victor Hugo. Mais enfin, Napoléon III lui-même y a mis du sien quand même. Un coup d'État qui brisait ses engagements vis-à-vis de la nation, ça n'était pas rien. Alors le second Napoléon III est encadré par deux événements très très négatifs, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, le coup d'État du 2 décembre 1851. Et en bout de course, en septembre 1870, la défaite face à la Prusse, face à l'Allemagne en construction, à Sedan notamment. Et du coup, ces deux événements, ce qu'on comprend tout à fait, ont écrasé ce qu'était la réalité du Second Empire. D'autant que la Troisième République naissante, d'ailleurs comme le Second Empire lui-même l'avait fait à l'égard de la monarchie de Juillet, une véritable légende noire de la monarchie de Juillet au début du Second Empire, ce qui est tout à fait naturel, pour le Second Empire, la monarchie de Juillet est un régime construit sur le privilège, sur l'argent. On est passé de la naissance à l'argent. On ne parle pas, alors il aurait pu parler quasiment de fête Louis-Philippienne, je sais pas. Et en tout cas, finalement, le Second Empire, dans ses références, est beaucoup plus proche de la Restauration de 1815, une restauration monarchique, fondée au moins sur des critères objectifs, sur des critères, disons, déterminés. Déterminés, oui. Voilà, déterminés. La figure des Bourbons restaurés, qui sont fondés sur une filiation dynastique claire, et le régime, la monarchie juive, ce qui peut paraître étonnant, parce que beaucoup d'orléanistes ont rejoint le camp bonapartiste en 1852 au nom de l'ordre. Il n'empêche que le Second Empire a un regard très très mitigé sur la monarchie de Juillet elle-même, et finalement trouve beaucoup plus ses références dans les années, alors bien évidemment dans l'épisode napoléonien, mais curieusement j'avais été étonnée de voir les références à la Restauration. Le Second Empire s'est perçu comme une nouvelle Restauration. Et d'ailleurs, au moment du renouvellement de l'Empire, de la restauration de l'Empire en décembre 1852, il y avait des textes qui étaient envoyés par le ministre de l'Intérieur au préfet. Et à l'origine, il était indiqué la restauration de l'Empire, et le terme avait été biffé, quand même trop connoté politiquement, pour parler de relèvement ou de résurrection. Il n'empêche que le premier jet de restauration était significatif, et que le Second Empire, l'Empire de 1852, s'est vu comme une restauration, et la monarchie de Juillet, le règne de Louis-Philippe, d'une certaine manière, était vu comme une sorte d'usurpation avec un regard assez similaire à celui des légitimistes, finalement. Ça pourrait être un vrai sujet de recherche, la représentation de la monarchie de Juillet sous le Second Empire, en sachant en même temps que les orléanistes, à la fois, ont rallié en partie, c'est la figure du duc d'Aumorny qui va permettre de donner ses réseaux au service de son demi-frère, Louis-Napoléon Bonaparte, mais beaucoup d'orléanistes vont rester dans l'opposition à l'Académie française. L'Institut en général est une pépinière d'opposants au Second Empire, une pépinière qui va se réveiller dans les années 1860, 62, 63.
Alors, Juliette Glickman, vous nous dressez le tableau d'un Second Empire, j'allais dire presque neuf. Et vous, alors j'aimerais quand même qu'on cite quelques-uns de vos livres. Vous avez publié, je crois que c'était votre premier livre, Louis-Napoléon prisonnier, du fort de Ham aux ors des Tuileries, paru il y a quelques années chez Aubier, peu de temps quand même, car vous êtes encore jeune. Et ce livre était extrait de votre thèse sur le séjour de Napoléon au fort de Ham. Et puis, vous avez publié un très bon livre consacré à l'histoire des Tuileries. Alors là, c'est un livre illustré, on peut le dire, très joli livre. Et puis, vous venez il y a quelques mois, de préfacer dans la collection Textes essentiels aux éditions L'Esprit du Temps, l'extinction du paupérisme de Louis-Napoléon Bonaparte soi-même. Alors, dans ce livre que vous préfacez, vous montrez que Louis-Napoléon Bonaparte était très soucieux de progrès social, et même, j'ose le terme, de justice sociale. Est-ce que cela signifie qu'en histoire, il faut fournir un effort pour dépasser systématiquement la réputation de tel ou tel chef politique? Oui, sans doute. Alors certes, l'extinction du paupérisme est un écrit de jeunesse. Il l'a rédigé lorsqu'il était emprisonné au fort de Ham en 1840. Enfin, il a été emprisonné 6 années entre 1840 et 46. Et l'extinction du paupérisme. Alors c'était un prisonnier assez remuant, un nom. Alors en plus, la monarchie de Juillet avait ramené les cendres en 1840, et en même temps, la même année, enfermé le neveu du grand homme dans une prison d'État. Alors il l'avait un petit peu cherché puisqu'il avait tenté de prendre le pouvoir par la force. Il avait tenté un débarquement. C'était ridiculisé. C'était ridiculisé. Ridiculisé. Donc tout le monde pensait que sa carrière était finie, c'était ruiné, il avait été désavoué par toute sa famille, à commencer par son père, ses oncles, etc. Et il décide alors au fort de Ham, il lit beaucoup, il est qualifié ces années d'université de Ham. Et il s'intéresse, alors déjà il s'intéressait, lorsqu'il était exilé à Londres, en Angleterre, il s'est toujours intéressé à la modernité. Il a toujours une intuition de ce qu'était l'avenir, ce qui est quand même important pour un chef d'État. Déjà sous la monarchie de Juillet, il pensait que le suffrage universel masculin, évidemment à l'époque, était irréversible, alors qu'à l'époque, les plus progressistes défendaient ce qu'on appelait le suffrage capacitaire, donc donner le droit de vote, non seulement à partir d'un niveau de sens, d'un niveau de richesse, mais à partir d'un niveau de diplôme ou d'un niveau de capacité intellectuelle, si l'on peut dire certaines professions, magistrats, officiers, etc. Et n'ont pas donné le droit de vote à tous les paysans ou tous les ouvriers. Or lui pensait que véritablement le suffrage universel masculin était irréversible dans les années proches et qu'il allait provoquer un basculement des équilibres politiques. Et alors évidemment, on le prenait pour un fou, d'autant que avec son débarquement, effectivement, sa fascination du mythe napoléonien et le fait qu'il pouvait capitaliser sur ce mythe pour construire une carrière politique faisait qu'il était pris pour un véritable fanatique. Certains allaient le voir dans sa prison parce que c'était une sorte d'objet de curiosité. Alors les uns ressortaient absolument convaincus et les autres disant c'est un fou, il ne faut jamais le laisser sortir, il va recommencer 3 jours plus tard. Et en même temps, pour lui, alors il avait beaucoup lu le Mémorial de Sainte-Hélène, comme toute la jeunesse de l'époque. Bien sûr. Stendhal le rappelle, tous les héros romantiques lisent, relisent, apprennent par cœur le Mémorial de Sainte-Hélène. Le héros de Stendhal, Julien Sorel, a un Mémorial caché sous son lit. C'est vraiment l'éducation romantique par excellence. Et donc Louis-Napoléon, encore plus parce qu'il est élevé par sa mère Hortense, et il est élevé dans le culte napoléonien. Et alors que le fils de Napoléon est toujours vivant, que Louis-Napoléon a lui-même un frère aîné, il est persuadé d'incarner l'avenir de la dynastie. Il écrit plusieurs textes comme ça, les idées napoléoniennes, l'idée napoléonienne, et il rattache l'idée napoléonienne à l'idée sociale, la question sociale, l'évolution de la situation des ouvriers qui crée une misère inédite en milieu urbain,
par le regroupement. Alors il n'y a pas de grande industrie, mais la vie dans des ateliers, même de 10, 15, 30 ouvriers, est extrêmement difficile, une dégradation, on le voit à travers les recrutements militaires. Alors, n'est-ce pas là une identification de conditions? Il est prisonnier, il souffre et il s'identifie à ceux qui souffrent. Oui, alors d'une certaine manière, il le dit dans l'extinction du paupérisme, la vie en ouvrier, la vie en atelier est une vie confinée, c'est assez curieux aujourd'hui de dire ça, c'est une vie confinée, sans air, sans hygiène, etc. Et lui-même, alors qu'il est dans une prison quand même assez confortable, on lui a créé un petit espace thermal, enfin bon, il n'empêche que effectivement il fait une assimilation entre la vie des ouvriers confinés, surveillés notamment par leurs contremaîtres, donc le temps est chronométré, avec la vie d'un prisonnier surveillé, quel que soit son statut, par des gardiens, des soldats. Il n'est pas libre de ses horaires, pas libre de ses sorties. Il n'empêche que l'intérêt social avait été éveillé dès ses années en exil à Londres. Il avait fait comme ça des visites dans les villes industrielles, ce que ne faisait pas quand même l'élite française de son époque. Alors, Juliette Glickman, évidemment, ça doit être assez fascinant de relire tout cela et de songer surtout que 4-5 ans après, le bonhomme sera président de la République et 8 ans après président de la République et puis quelques années après encore empereur des Français. C'est-à-dire, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'en politique, quand même, le destin tient à très peu de choses. Si l'oncle avait forcé et forgé son propre destin, le neveu s'est débrouillé avec les circonstances. De là peut-être aussi cette réputation d'un homme roué. Qu'en pensez-vous, Juliette Glickman? Oui, alors c'est évident que c'est un aventurier en politique. Il est très pragmatique. Alors il a des convictions sociales, convictions dynastiques, mais il peut éventuellement les sacrifier ou disons les suspendre. Le temps d'installer son autorité. Effectivement, lorsqu'il était dans l'opposition à Louis-Philippe, le mot liberté était en quelque sorte sacro-saint, était le cœur de sa politique. Arrivé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État et d'une répression militaire, féroce. Système, oui. Plutôt que dans les semaines qui ont suivi, avec un système de commission mixte, on invente de nouvelles sanctions à l'internement à domicile, en dehors des exilés, de ceux qui reçoivent l'ordre de quitter la France. Il y a ceux qui sont enfermés chez eux, qui sont emmenés dans un autre département. Donc il invente quand même tout un panel, les commissions mixtes inventent tout un panel de sanctions tout à fait sévères. Et à ce moment-là, la liberté devient le couronnement de l'édifice. Une fois que l'État napoléonien aura acclimaté le suffrage universel, que l'État se sera installé sur les notions d'ordre après avoir liquidé ce qu'il appelait le spectre rouge, la menace anarchiste, la menace d'insurrection, etc. À ce moment-là, la liberté pourra être concédée. Donc on voit qu'il était capable d'aménager son programme politique en fonction des circonstances, d'avoir des alliés, alors en 1848, justement du fait de son passé de prisonnier politique, d'embastillé de âme, etc., il avait été proche de certains milieux de gauche. Il allait faire campagne dans le faubourg Saint-Antoine. Il est évident que le coup d'État l'a fait basculer. C'est l'expression d'un historien, Sudi Razarezig, non pas à gauche, à droite, mais vers la droite. Il doit s'associer. Il a une alliance qui va durer jusqu'à la fin avec les conservateurs, lui-même qui n'avait pas professé un catholicisme outrancier, va considérer un petit peu comme son oncle que le catholicisme est une fonction aussi d'organisation sociale, même s'il ne rendait pas en fait son épouse est catholique au point de passer encore aujourd'hui pour bigote quand même, non? Oui, alors encore que l'impératrice Eugénie, alors bien évidemment elle est catholique, mais elle fait beaucoup. Elle est engagée pour la cause des femmes. C'est beaucoup plus ambigu alors que ce qu'on veut dire. La catholique. Alors il y a les photographies aussi qui jouent beaucoup. C'est le premier régime qui n'évolue plus sous le regard de la peinture. On peut arranger une peinture, mais sous le regard de la photographie. Il y a notamment différents projets de tableaux du baptême du prince impérial en 1856, qui a consacré le régime. Et il y avait nombreuses, comme
l'impératrice, l'empereur, etc., ne voulaient pas poser des heures, ils étaient pris en photo. Il y a comme ça beaucoup d'images de l'impératrice sur son prie-dieu, concentrée, etc. Et je pense aussi que la photographie a beaucoup fait pour figer cette image de catholique bigote. Alors que elle avait, d'abord, elle voulait exercer le pouvoir. Hein, ça, elle ne voulait pas du tout avoir. Ça, c'est une biographie récente de Maxime Michelet qui l'a montré. Elle s'était rêvée femme de pouvoir, alors pour Napoléon III, les femmes servaient pour le plaisir. Hein. C'est un homme qui aimait beaucoup les femmes, peut-être trop les Tuileries et les maîtresses. On appelait ça les petites impératrices. Donc c'était un mariage d'amour quand même à l'origine. Hein. On appelait ça un coup d'état amoureux. Le fait de pas vouloir épouser alors quelqu'un d'une grande famille régnante, alors c'était aussi un choix par défaut, hein, comme un signe un peu bourgeois au fond. Le mariage d'amour est un mariage bourgeois. Encore que la bourgeoisie aimait les mariages arrangés pour raisons financières aussi. Hein. Oui, si l'amour arrivait, c'était plein mieux. C'est ce que dit Balzac dans Mémoires de deux jeunes mariés. Les mariages d'amour sont toujours catastrophiques. Voilà. Pour Balzac, les mariages arrangés étaient toujours beaucoup plus solides parce que c'était l'alliance de deux familles. Voilà, deux intérêts concordants, alors que les sentiments pouvaient varier. Donc, vous en étiez au mariage Et alors, effectivement, il avait tenté, le corps diplomatique avait tenté plusieurs avancées vers les États allemands, qui étaient toujours pourvoyeurs de beaucoup de princesses, hein, ces multiples petits États allemands. Il n'empêche que, alors certaines étaient protestantes, et proches aussi de la reine Victoria. Il n'empêche que les réponses avaient été évasives. Or, il fallait se marier rapidement pour fonder la dynastie. Lui-même avait été fasciné par cette femme. Mais il présente, ce qui est intéressant, il présente ce mariage dans la filiation de Napoléon. Hein. Il est Beauharnais aussi, il est Bonaparte, mais il est Beauharnais. C'est le petit-fils de Joséphine. Ça comptait beaucoup pour l'époque. Les Beauharnais étaient restés très populaires. C'est d'une certaine manière la légende napoléonienne sans la guerre. Voilà. La figure d'Eugène de Beauharnais, l'honneur et la fidélité, d'Hortense, avaient gardé une forte imprégnation dans la France de l'époque. Et donc, il jouait sur cette double filiation, Bonaparte et Beauharnais. Il rappelait qu'il avait été élevé par sa mère. Il y avait beaucoup de représentations de lui, fils fidèle, se recueillant devant la tombe d'Hortense. Et il présente ça comme un mariage d'amour, disant que contrairement aux Bourbons, aux Capétiens, etc., qui ont fait des mariages d'alliance dynastique, lui fait un mariage d'amour avec une femme qui aime la France, dont les parents, elle était espagnole, mais ses parents avaient fait le choix de la France au moment de la campagne d'Espagne, au début du siècle, en 1808. Donc un engagement français de la famille Montiro ancien, et un mariage amoureux qui va en quelque sorte... avec un parallèle entre le mariage, en quelque sorte, l'union qu'il noue avec le pays. Il y a quand même toujours, la France était toujours représentée par des allégories féminines, et d'une certaine manière, il joue sur cette ambiguïté. La France l'a choisi comme empereur, l'a élu comme empereur, un vote universel. Lui-même choisit une femme aimée. Il y a quand même un parallèle. Il n'empêche Eugénie ne va pas toujours se satisfaire de son rôle, Lorsque Napoléon III prend la tête des armées françaises pour combattre en Italie en 1859 pour l'unité italienne, elle-même va tenir à assurer son rôle de régente. On oublie souvent, parce qu'aujourd'hui on pense au Grand Paris, etc., on oublie curieusement qu'en juin 1859, le décret d'annexion des communes suburbaines, donc toutes ces communes qui aujourd'hui font partie de Paris, est signé par l'impératrice Eugénie, et non pas par l'empereur. De cette manière, le Grand Paris, le Paris des 20 arrondissements, est plutôt sous la tutelle d'Eugénie que sous la tutelle de Napoléon III ou d'Haussmann. C'est une simple signature, tout était décidé bien avant le départ de l'empereur en campagne militaire. Ne nous enlevez quand même pas le luthérien de service, n'est-ce pas, quand même, Juliette Glickman, notre cher baron Haussmann, quand même, bon. Alors, Juliette Glickman, on vous écoute, on est absolument passionné, captivé, on vous suit, on se promène dans le temps. Et on se dit, voilà, la femme de science que vous êtes,
reste quand même mobilisé aussi par la narration, par le récit. Comment tissez-vous tout cela quand vous écrivez un livre ou lorsque vous construisez un cours, puisque vous êtes professeur? Est-ce qu'à l'avance, vous vous dites, voilà, là, je vais placer des éléments d'analyse, d'étude du passé, et puis ici, je vais reprendre le fil de mon récit, ou bien diriez-vous que le goût de la narration vous est tellement naturel que il vous vient comme ça, spontanément? Ah non, je pense que l'histoire est un récit, hein. C'est ce que je dis aussi aux étudiants lorsqu'ils construisent une dissertation. Que la dissertation fasse 3 pages, que ce soit une thèse de 700 pages ou un livre ou une préface d'une trentaine ou une quarantaine de pages, les bases du récit sont toujours les mêmes. D'une part, il faut qu'il y ait une problématique, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale. Pour les Tuileries, c'était le château du pouvoir. Le château du pouvoir de Catherine de Médicis à Napoléon III. Alors parfois un lieu du pouvoir plus évanescent lorsque le roi quitte les Tuileries, lorsque Louis XIV part à Versailles, le palais reste quasiment inhabité pendant 110 ans. Il n'empêche que ça reste pour les Parisiens le corps de pierre de la monarchie. Donc ça, c'était vraiment un fil conducteur. Donc il faut vraiment, pour un récit, pour une construction, pour une réflexion historique, qu'il y ait un début, un milieu et une fin, si vous voulez, quel que soit le type, que ce soit l'histoire d'un bâtiment, une biographie, etc. Il faut qu'il y ait un récit construit et une problématique et puis une recherche d'archives. Si c'est l'archive, même si c'est très austère, la recherche en archives. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, avec de nombreux trous, notamment pour le 19e siècle, parce que les papiers, les Tuileries ont été envahies en 1830, en 1848, les Tuileries ont brûlé en 71, l'hôtel de ville aussi, notamment je pense à la Révolution française, j'avais voulu voir tous les rapports des sections parisiennes, tout a brûlé, partie de l'état civil, etc., la préfecture de police également. Donc pour le 19e siècle, on a quand même une histoire à trous, il n'empêche qu'il y a toujours des archives qui ont survécu, et c'est ce qui donne vraiment la chair de l'histoire. On voit les échanges de courriers, de correspondances, et puis à l'époque, les gens écrivaient beaucoup au pouvoir. Ça m'avait étonné pour les Tuileries. Aujourd'hui, on écrit des mails lorsqu'on n'est pas d'accord, on crée des pages Facebook, etc. Au XVIIIe siècle, pour les historiens du futur, ce sera tragique, tout aura oui, voilà. Non pas en fumée, mais dans l'immatériel. Et j'étais étonnée de voir qu'à partir du XVIIIe siècle, j'ai vu ça pour les Tuileries, les passants, alors il fallait évidemment avoir accès à l'écrit, mais on pouvait éventuellement prendre un écrivain public, et les gens n'avaient pas les complexes d'aujourd'hui sur l'orthographe, donc certains écrivaient un petit peu comme ils parlaient, et pour protester auprès de Versailles, auprès de la maison du roi, sur l'état du bâtiment. Il y avait un tas de sueur, le bâtiment pouvait prendre feu. Quand même, ce bâtiment qui représentait la monarchie était dans un état désagréable. Et on voyait vraiment que c'est plus le palais du roi, mais véritablement une sorte d'image de marque de la capitale, qui est l'état du bâtiment, la dégradation du bâtiment porte atteinte à tous les bourgeois de Paris. Et c'est étonnant de voir le nombre d'adresses comme ça, de pétitions que les gens envoyaient. Est-ce que l'on peut dire que la femme de science que vous êtes laisse parler en elle aussi la sensibilité, non pas parce que vous êtes une femme, je m'empresse de le dire, parce que c'est vrai aussi d'un homme, et justement je pense à Alain Corbin qui est célèbre et souvent présenté comme historien du monde sensible. Est-ce que on peut dire que de ce point de vue, Alain Corbin vous a encouragé à laisser vivre votre sensibilité comme femme de science? Alors c'était sa grande qualité en tant que directeur de thèse. Il laissait tous ses étudiants suivre leur cheminement. Alors il était toujours là quand on avait besoin de lui. Notamment, il m'avait orienté sur toute la poésie d'éloge, parce qu'évidemment, alors on avait beaucoup étudié Napoléon III sous l'opposition républicaine sous le Second Empire, l'opposition orliste, enfin toutes les oppositions étaient déclinées, mais la façon dont le régime s'était présenté lui-même, c'est un régime qui était soucieux de propagande, appuyé sur le suffrage universel, donc il fallait solliciter les votes à chaque élection législative. Ce n'est pas un régime plébiscitaire, il n'y a que 3 plébiscites.
entre 1840, enfin entre 1851 et 1870, 3 plébiscites. Il n'empêche que les élections législatives, voire les voyages de l'empereur, voire les pétitions en sa faveur, étaient le moyen de soutenir le régime, qui en même temps répondait par des discours, par etc. Bon, par des constructions. J'étais étonnée de voir dans tout l'ouest de la France, qu'on se promène en Bretagne, les églises ont été refaites sous le Second Empire. On faisait une voie ferrée, une gare, on refaisait une église. C'était une logique du don et du contre-don vraiment issue de l'Ancien Régime. Et donc tous ces aspects-là avaient été assez peu étudiés, donc il fallait trouver des textes, il fallait un petit peu contourner. Et c'est Alain Corbin qui m'avait conseillé de consulter à la Bibliothèque nationale tous les poèmes d'éloge, tous les textes d'éloge, comme ce qu'on faisait sous Louis XIV, comme ce qui se faisait sous la Restauration. J'avais une collègue, justement, qui était un peu plus avancée que moi en thèse et qui avait étudié cette poésie d'éloge sous la Restauration. Alors, c'est vrai que c'était des textes qui étaient très encadrés, c'était toujours les mêmes thèmes qui revenaient, parce que ces gens, alors peut-être aimaient-ils Napoléon III, mais ils voulaient une subvention, une petite aide, enfin voilà, c'était quand même toujours une dimension intéressée. Alors, parfois, non. Parce que certains n'étaient pas des poètes professionnels. Alors, il y avait artisans, bouchers, boulangers, membres de corporations professionnelles. Et donc, petit à petit, surgissait comme cela à votre esprit une réalité que d'autres n'avaient pas perçue ou pas voulu voir. Oui, et puis c'est des textes qui avaient été un petit peu négligés par les historiens précédents, parce que c'était quand même des poésies, alors qu'ils n'avaient pas une grande qualité au niveau poétique, qui étaient utiles au niveau politique, historique, idéologique. Et c'est vrai qu'Alain Corbin adore cette stratégie de contournement où on n'arrive pas à trouver. Napoléon III n'a pas voulu créer de parti. Il a très peu écrit il a écrit beaucoup avant d'arriver au pouvoir. Et arrivé au pouvoir, il a écrit l'histoire de Jules César et des discours. Mais il n'y a pas l'équivalent du mémorial de Sainte-Hélène, si vous voulez, pour expliquer sa politique. Et donc, pour voir effectivement la façon dont lui-même envisageait l'idéologie du règne, il fallait utiliser des stratégies de contournement et de voir comment ceux qui voulaient lui plaire ont exprimé leurs éloges à travers des adresses, à travers des poèmes, voilà. Juliette Glickman, vous êtes trop modeste, car de la question qui vous concernait, vous êtes passé à une réponse qui concerne les autres. Alors, comme je suis un peu têtu, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous estimez que femme de science, vous donnez à votre travail les couleurs littéraires d'une femme qui crée aussi du discours, de la réflexion et donc de la narration? Alors, c'est évident que un historien doit avant tout être un bon écrivain. Enfin, je pense que l'accès au texte historique nécessite une bonne qualité de rédaction. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu occulté par certains historiens récents. Véritablement, il faut que le récit historique s'appuie sur un texte littéraire, si vous voulez. D'accord. C'est un élément important. Quels sont vos écrivains de chevet, alors, Juliette Glickman? En ce moment, alors j'en ai beaucoup. En ce moment ou depuis quelques années, Alors quand j'étais en prépa, j'adorais Homère. Là, j'avoue que l'Iliade et l'Odyssée. Oui. C'est pour ça que mon goût pour l'Antiquité a commencé là. C'est à mélanger la fantaisie, parce que il y a des dieux qui interviennent, la magie, etc. La notion de naturel surnaturel n'existe pas chez Homère. Les deux sont mêlés. Et puis, et donc j'adorais l'Iliade et l'Odyssée. Et puis en tant que 19e, j'adore Balzac. Un petit peu. Alors, pendant le premier confinement, j'avais pas pris des précautions. Donc j'ai relu ma bibliothèque et j'ai redécouvert Zola j'ai lu quand j'étais étudiante. Et après, on lit toujours les mêmes Zola. Et j'ai découvert des Zola un petit peu parallèles, Une page d'amour, La fortune des Rougon, les premiers qu'on lit moins. Dans Une page d'amour. C'est Zola qui a, lui aussi étrangement et pour de toute autre raison, mauvaise presse aujourd'hui. On le dépeint comme un écrivain trivial, voire vulgaire, alors que certaines pages sont magnifiques. La faute de l'abbé Mouret, par exemple, est une merveille, non ? Oui, et puis j'avais relu L'Argent aussi, que j'avais trouvé terriblement contemporain. Alors qu'il correspond pas au Second Empire. Je pense qu'il a vraiment, il a ciblé le krach de l'Union générale. On voit qu'il mêle, c'est moins le récit du Second Empire que la critique de sa propre époque, Second Empire, Troisième République.
Et la figure de Saccard est extraordinaire parce qu'il ruine les gens allègrement, il se ruine lui-même. Il est toujours prêt à tout remettre en jeu. Il imagine une nouvelle croisade. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Et il y a des extraits de l'argent. On a l'impression qu'il parle de la société actuelle. Enfin, c'est formidable. Merci de dire ce que vous dites parce que ça me conduit à la dernière partie de cette émission. C'est que dans quelle mesure votre travail d'historienne influe-t-il sur le regard que vous portez sur notre monde et sur votre époque, Juliette? C'est un petit peu plus compliqué. Alors c'est vrai que là, le regard sur l'actualité, là on sort du bicentenaire de Napoléon Ier et on voit, alors curieusement dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon évoque tout ce qui pourrait lui être reproché et l'esclavage n'intervient absolument pas. Il fait la liste à un moment dans le mémorial de tout, alors les guerres, l'absence de liberté, et donc lui-même n'avait pas envisagé ce que le futur pourrait lui reprocher en point, si l'on peut dire, en point négatif, à solde, à crédit. Oui. Et le régime du Second Empire évolue aussi. J'avais été étonnée dans mes premières recherches de voir que le Second Empire, vraiment la Légion noire est née sous la Troisième, ce qui se comprend. Le régime voulait se construire, voulait s'édifier. Il y avait quand même une continuité. Ça, il y a des thèses qui l'ont montré. La thèse d'habilitation des Récanceaux sur l'Empire libéral, qui montrait que l'année 70 n'est pas du tout une rupture. Le même personnel politique continue, ce qui est normal, puisqu'il faut quand même tenir l'administration. Et les certaines réformes de la Troisième République en matière de liberté de réunion, liberté d'association, liberté de la presse, liberté syndicale, peut-être un petit peu moins, étaient déjà, si l'on peut dire, dans les cartons à la fin du Second Empire en 1867-68. Est-ce que ça influe sur votre regard actuel? C'est ça la question. Moi, je me méfie. L'actualité, il faut éviter d'être quand même phagocyté par l'actualité, sinon on tombe dans l'anachronisme. Alors certes, Napoléon III n'avait jamais envisagé un pouvoir féminin. Bon, on va pas lui reprocher. C'était l'opposition aussi, quand on voit les caricatures de Daumier sur les pétroleuses, sur les allumeuses de réverbères. Daumier fait toute une série en 1948 de femmes qui occupent des fonctions masculines. Évidemment, tout est très sexué. Donc il y a l'allumeuse de réverbères, double, triple centre qu'on imagine. Badinguet lui-même, à l'origine, c'était une accusation contre Eugénie. C'est venu de badinguette. Vers badinguer. L'appellation, alors, ne viendrait pas de sa fuite de âme, mais le terme arrive après 1853, au moment de son mariage. Et donc, on a oublié le qualificatif de badinguette contre Eugénie. Donc, on reproche au Second Empire le cadre enrichissement, c'est la naissance du capitalisme, du grand capitalisme, la première loi sur les sociétés anonymes, d'ailleurs très bien faite, alors qu'auparavant, considéré qu'un possesseur d'usine devait avoir son nom, sinon c'était l'anonymat était la porte ouverte à toutes les licences en matière de prévarication, etc. Donc c'est la naissance d'une économie moderne, bancaire, capitalistique, un grand enrichissement. Vous voulez dire que là, il y a des liens avec notre époque. Oui, alors c'est vrai que on le voit alors à la fois dans le côté people du Second Empire. Alors Napoléon III lui-même avait une vie de patachon, mais la famille impériale avait une vie modèle. Quand on voit aujourd'hui la famille royale, le petit Georges, je crois, qui naît sous les caméras mais avec des images très contrôlées, le prince impérial, avec la photographie et la peinture, vivait comme ça. C'est le premier, en quelque sorte, bébé royal, bébé impérial exposé, mais avec une communication très contrôlée. La petite chanson que nos auditeurs les plus âgés connaissent bien, samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Cette ritournelle a été inventée, peut-être pas par Napoléon III lui-même, mais par ceux qui étaient chargés de sa propagande, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors de façon significative, le jour où l'impératrice a accouché, tous les enfants avaient pour parrain et marraine l'empereur et l'impératrice. Il y avait des écrits, des pétitions de félicitations, et des hommes disaient « Ma femme, en apprenant que l'impératrice était en travail, a eu une telle émotion, un tel bonheur qu'elle a accouché le jour même », pour dire qu'il y avait une similitude, si vous voulez, entre la famille impériale et la famille populaire, si l'on veut dire. Donc pour ça aussi, c'est très moderne. Alors la fête impériale est une formulation postérieure. C'est une qu'on pourrait regretter au passage, Juliette Glickman. Cette figure de, disons, qui n'est pas la plus somptueuse possible. Non.
En tout cas, il y a des similitudes dans notre époque de communication et la façon dont le régime a joué de sa propagande, de sa communication. Et puis, le lien, effectivement, avec l'argent, avec les médias, c'est le naissance de la presse à grand tirage. Oui. Une presse qui n'est pas tellement politique, mais qui s'intéresse au crime. Plus le crime est crapuleux, plus ça fait vendre. La société du spectacle avec les expositions universelles qui drainent des dizaines de millions de visiteurs, si vous voulez. Ça aussi, c'est très moderne. C'est la naissance de l'événement mondial, si vous voulez, de l'événement monde. Alors, le monde, c'est pas le monde entier, hein. C'est ce qu'on considère à l'époque comme le monde civilisé, mais ça va du Japon aux États-Unis, à l'Australie, etc. Donc on commence à penser la France dans un cadre universel. Il y avait des expéditions au Mexique, en Chine, etc. Oui. Un goût de l'exotisme, alors plus ou moins sous la forme de pillage. On le voit aujourd'hui à Fontainebleau avec le musée chinois. Des pièces qui ont été pillées à l'occasion de la seconde expédition, de la seconde guerre de l'opium. Il n'empêche que c'est un régime qui peut nous sembler moderne, qui a retrouvé une modernité dans le cadre actuel, à l'heure des réseaux sociaux, de la communication de masse, etc. Du goût du loisir aussi. C'est un régime qui a plus de similitudes, plus de proximité que finalement la Troisième République avec le règne des opportunistes qui ont fondé nos grandes libertés, mais qui peuvent nous sembler un peu plus tristes que la vie trépidante qu'avait bien montré l'exposition il y a quelques années du musée d'Orsay, spectaculaire Second Empire. Il nous reste à peine 3 minutes, chère Juliette Glickman, pour parler de votre futur. Dans quelle direction travaillez-vous, regardez-vous, Juliette Glickman? Préparez-vous un livre? Alors pour l'instant, je suis partie dans une opération archive et depuis un an c'est un petit peu compliqué, vous le savez, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre avec des horaires et le personnel déjà arrive à maintenir une certaine continuité, mais je travaille un petit peu au ralenti. N'empêche qu'en ce moment je travaille sur l'histoire parisienne. Alors je devais intervenir sur un colloque qui est repoussé en 2022 sur la barrière, les murs des fermiers généraux et le démantèlement de ce mur des fermiers généraux sous le Second Empire en 1860. Ce qui pose le problème de l'octroi. On considère qu'aujourd'hui que c'est quelque chose d'assez compliqué, mais c'était essentiel pour les contemporains. Curieusement, quand le Second Empire repousse les barrières de Paris aux murs d'enceinte, oui. Donc on passe de 12 à 20 arrondissements, c'est encore un héritage du Second Empire. Il n'empêche que ce qui pose problème, c'est pas que les gens vont se retrouver plus ou moins dans Paris, comme ça des caricatures de Daumier, de deux paysans, on est dans Paris, non, bon, des gens qui craignent, toute ma porcelaine va se briser, maintenant en fait c'est pas la maison qui est déménagée, c'est les barrières de Paris qui sont déplacées. Mais ce qui a posé problème, c'est effectivement le report de l'octroi, et notamment pour les entreprises. Paris l'espace parisien était très industrialisé, donc toute une série d'aménagements, de concertation, et on voit vraiment que c'est un régime qui est fondé sur l'assentiment populaire, avec toute une série de pétitions, etc., de négociations, pour savoir comment allait être fondé le régime de l'octroi dans le nouveau Paris. Eh bien, nous espérons vous lire très bientôt, Juliette Glickman. En attendant, je rappelle que vous êtes l'auteur de Louis-Napoléon prisonnier chez Aubier, que vous avez publié une préface tout à fait passionnante de l'extinction du paupérisme de Louis-Napoléon Bonaparte et que vous êtes l'auteur d'un très beau livre consacré à l'histoire des Tuileries. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Bonne soirée à tous.